Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous accueille sur Zendez-vous pour justement vous présenter le webinaire qui va traiter en fait de la manière dont on peut sortir du burn-out grâce notamment au travail d'un coach professionnel. Donc, on est très heureux de vous recevoir. On va vous présenter aussi donc Zendez-vous. Si vous ne connaissez pas Zendez-vous, c'est en fait une plateforme qui est récente et qui permet aux professionnels du bien-être de prendre rendez-vous avec leurs clients, donc de gérer un agenda. Et il y a d'autres services qui sont aussi innovants et qui vont permettre, par exemple, le service d'accompagnement des clients, qui permet aux clients qui ne savent pas vers quelle pratique se tourner ou qui ne connaissent pas certaines pratiques, de les découvrir ou en tous les cas d'être orientés vers ces pratiques. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, on travaille sur une offre entreprise, puisqu'on sait que dans le cadre du travail, et là, c'est effectivement un sujet qui ressort beaucoup dans le monde du travail, le burn-out. Donc, on a une offre entreprise pour faire intervenir tous les professionnels qui sont abonnés sur notre plateforme dans les entreprises l'on a un contrat. Donc voilà ce qu'est Zendez-vous. On organise plein d'autres événements comme les webinaires pour informer les clients et les professionnels. Mais aussi, on a un rendez-vous mensuel entre abonnés où là, on traite de problématiques diverses en fonction des remontées. Donc, ça peut être de la fois des échanges sur la communication, comment mieux communiquer auprès de ses clients, mais aussi des problématiques plus professionnelles sur, effectivement, comme celle qu'on va traiter ce soir. Voilà. Euh, je- Jean-Philippe, est-ce que tu veux bien, toi, te présenter, savoir un peu qui tu es, un peu ton parcours rapidement pour ensuite évoquer cette problématique, en tous les cas, du burn-out et comment en sortir? Bien sûr. Alors, merci Jérôme pour la présentation. Alors moi je m'appelle Jean-Philippe Marteau, je me présente comme un expert dans la conduite du changement, que ce soit personnel ou professionnel, et plus précisément sur la sortie du burn-out et sa prévention euh, dans la vie en général. Donc pour me présenter rapidement mon parcours, avant d'être coach, j'étais ergonome du travail, j'étais responsable de l'amélioration des conditions de travail des employés dans plusieurs grosses entreprises. Et j'ai eu la chance, je l'ai dit aujourd'hui, en 2020, de vivre un burn-out et de voir la limite de la prévention du burn-out tel qu'on l'a fait aujourd'hui. Et quand j'ai fait le nécessaire pour m'en remettre, pour en sortir et pour comprendre comment j'en étais arrivé là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire évoluer dans la prévention du burn-out et dans son image, même chez certains professionnels de santé. Parce que quand j'étais dans cette situation, j'ai rencontré des médecins qui m'ont fait comprendre que non, c'était pas un burn-out, j'étais trop jeune pour ça, ou que je travaillais pas 60 heures par semaine, donc ça pouvait pas être possible. Donc il y avait quand même de grosses idées reçues sur le sujet qui empêchaient d'en sortir ou de le prévenir. Donc c'est là où j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine, de me former au coaching pour maîtriser ce que j'avais fait, pour pouvoir avoir les outils pour accompagner les personnes, autant dans la prévention que dans la sortie du burn-out. Oui, mais du coup, oui, c'est vrai que ton parcours, en fait, te légitime. Tu as une réflexion personnelle qui te permet justement d'avoir aussi mis en place des outils et de les avoir partagés aussi avec des professionnels. Tout à Donc, fait. est-ce que tu peux, justement, on va commencer justement à traiter cette problématique. Est-ce que tu veux bien justement essayer sûrement nous définir le burn-out, les éléments qui nous permettent de le repérer, notamment dans le monde du travail et en dehors? Bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous partager des éléments pour comprendre déjà ce qu'est le burn-out. Parce que comme je dis souvent, comprendre un problème, c'est la moitié du chemin pour trouver une solution. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises sur le burn-out, ce qui empêche de le prévenir. Donc, je vais commencer avec une définition usuelle, comme j'aime bien l'appeler, du burn-out, une définition classique que vous allez entendre un peu partout.
Donc là, c'est celle de Jury Travail en l'occurrence, qui dit que le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel traduit un état dépressif lié à une exposition constante et prolongée au stress dans le cadre du travail. Donc il y a des mots qui reviennent souvent, c'est au professionnel, dépressif, dans le cadre du travail. Alors pourquoi j'ai partagé cette définition? Parce que je suis d'accord avec cette définition jusqu'au terme épuisement. Après, tout le reste, j'ai des choses à redire là-dessus. Et je vais vous partager ma définition du burn-out, d'ailleurs, qui est un peu plus nuancée. Donc, effectivement, c'est un état d'épuisement mental, mais qui est lié à un déséquilibre. Ça, c'est vraiment l'un des premiers termes importants dans le sujet de la prévention du burn-out, c'est le déséquilibre prolongé entre les exigences du quotidien, les exigences mentales, émotionnelles, parfois physiques, dans votre quotidien professionnel et personnel, et les ressources mentales, humaines, techniques, organisationnelles, émotionnelles que vous avez pour y faire face. Ce sont vraiment les mots importants pour comprendre le burn-out. C'est un déséquilibre entre les exigences et les ressources, mais dans votre vie en général. Je détaillerai pourquoi juste après. Donc ça, pour moi, c'est déjà une première chose à avoir en tête quand on parle du burn-out. Ce sont les mots-clés déséquilibre et ressources. Ensuite, comment on reconnaît un burn-out? C'est un peu le mot qui est à la mode. Dès qu'on est un peu trop fatigué, on se dit en burn-out. Ben, je vais vous présenter les trois phases du burn-out. Parce qu'il n'y a pas le burn-out, il y a trois phases, dont la phase finale, c'est la phase effectivement de burn-out. Donc le burn-out, il se décompose en trois étapes que je trouve très clairement représentées ici avec l'image de l'allumette. Vous avez la première phase qui est la phase d'alerte. C'est le moment où vous êtes exposé à la situation qui vous demande beaucoup en termes de mental et d'émotionnel. Et votre niveau de stress va augmenter, vous allez vous sentir plus tendu. Jusque-là, c'est normal. C'est une réaction normale du corps pour répondre à une situation qui est exigeante. Si la situation ne dure pas, si elle s'arrête assez rapidement, votre corps va se remettre à niveau et vous allez revenir à votre état normal sans problème. Par contre, si la situation dure dans le temps ou qu'elle est très intense en peu de temps, vous rentrez dans ce qu'on appelle la phase de résistance. Là, vous allez commencer à puiser dans vos ressources personnelles pour faire face à cette situation qui vous met dans une phase de déséquilibre. Donc, les symptômes classiques, c'est une difficulté de plus en plus importante à réaliser ses performances habituelles. Vous avez de plus en plus de mal à vous concentrer, vous ressentez une fatigue de plus en plus importante que vous avez du mal à faire disparaître, même si vous vous reposez. Et ça peut arriver jusqu'à une phase vraiment où vous êtes à la limite de ne plus pouvoir faire les choses faciles, habituelles du quotidien. Donc cette phase de résistance, c'est vraiment la phase où vous réussissez encore à avancer, mais en traînant des pieds de plus en plus, jusqu'à la phase finale, qui sera la phase d'épuisement, où là, volonté ou pas, vous ne pouvez plus. Là, vous êtes vraiment dans la phase de burn-out. C'est-à-dire, personnellement, à ce moment-là, j'arrivais plus à tenir une conversation, parce que j'avais vraiment 5 secondes de concentration. J'arrivais plus à lire, parce que lire un mail ou lire un message, ça devenait une épreuve. J'arrivais même un moment j'avais du mal à parler, parce que je devais chercher mes mots pour faire des phrases, c'était vraiment devenu compliqué. Et certaines personnes vont avoir du mal à bouger. C'est-à-dire, elles n'arriveront même plus à se lever de leur lit, même si elles en ont envie, elles n'auront même plus la force de le faire. Là, vous êtes vraiment dans la phase d'épuisement où le corps dit stop, tu as assez résisté, tu es en train de te faire du mal, c'est moi qui décide, je t'arrête. Donc ça, ce sont les trois phases du burn-out. Et c'est important de les avoir en tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire en burn-out, mais qui sont heureusement encore dans la phase de résistance. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est douloureux, elles traînent du pied, mais elles arrivent à avancer encore un petit peu. Et cette phase de résistance, pour moi, c'est la plus vicieuse, parce qu'on a cette image du burn-out qui est une explosion qui survient. Il y a beaucoup de choses et d'un seul coup, on explose parce que la situation était extrêmement demandeuse, extrêmement exigeante, alors que dans la plupart des cas, le burn-out arrive parce que la phase de résistance
pas qu'elle était extrêmement exigeante, c'est qu'elle était trop exigeante pendant trop longtemps et que la personne s'est grillée au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas une explosion qui arrive à ce moment-là, c'est un effondrement silencieux sur soi-même. Quelque chose qu'on observe beaucoup. Des personnes qui, du jour au lendemain, elles n'arrivent plus, alors qu'il n'y a pas eu de gros changements dans leur quotidien récemment. C'est juste que ça fait des mois ou des années qu'elles tiennent comme ça, et à un moment, le corps lâche. Donc ça, ce sont les trois étapes du burn-out qui sont importantes à avoir en tête déjà pour savoir se situer, savoir de quoi on parle. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes parce qu'en 2022, ils avaient recensé 2,5 millions de personnes qui avaient déclaré un burn-out intense. À titre de comparaison, la ville de Paris, c'est 2,1 millions de personnes. Donc c'est plus que la ville de Paris en un an. Et c'est 31 stades de France remplis de personnes qui font un burn-out en un an. C'est énorme. C'est un vrai problème de santé publique. Donc là, je vous disais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre de quoi on parle, comprendre ce qu'est le burn-out, mais aussi comprendre ce que ce n'est pas. Parce que ça, c'est l'un des premiers freins que j'ai pu observer qui empêche la prévention du burn-out, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est en général. Et je pense que déconstruire ces idées reçues, c'est la première chose à faire pour prévenir déjà le burn-out et pour aider les personnes dans cette situation à s'en sortir. Donc là, je vous partage les 5 idées reçues qui reviennent le plus souvent et qui sont selon moi les plus problématiques dans la prévention du burn-out. La première idée reçue, c'est la plus classique, c'est que le burn-out est dû uniquement au travail. Et il est dans la définition usuelle, c'est un symptôme d'épuisement professionnel. Alors, pourquoi c'est un problème, cette idée reçue? Je vais vous donner une image très simple. Vous n'avez qu'un seul cerveau. La séparation vie pro, vie perso, c'est un fantasme. Ce n'est pas possible. Quand les personnes ont des difficultés ou des choses qui sont exigeantes dans leur vie personnelle et qu'elles arrivent à avancer dans le professionnel malgré ça, c'est pas qu'elles ont mis de côté leur vie personnelle, c'est qu'elles font avec, ce qui est très différent. Donc les exigences mentales, émotionnelles, physiques qui vont vous fatiguer, vous mener à l'épuisement, qui mènent au burn-out, s'accumulent au quotidien dans toute votre vie. Donc d'avoir cette vision du burn-out qui est uniquement professionnelle, c'est occulter toute une partie des éléments sur lesquels on peut agir, autant sur la prévention que pour aider la personne à s'en sortir. Alors, bien sûr, le travail peut avoir un impact significatif, notamment parce que c'est l'endroit où on passe le plus de temps dans la journée, c'est l'endroit où on met le plus d'énergie, c'est l'endroit sur lequel on a beaucoup d'enjeux, autant sociaux, enjeux personnels, enjeux financiers. Donc ça va effectivement potentiellement contribuer à ça. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas uniquement lié à ça et le travail va juste être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et si on occulte cette partie professionnelle, ben, il y a des personnes que j'ai pu observer qui sont remplies à 90% à cause de problématiques familiales, sentimentales, personnelles. Et le travail, ça va être les 20% qui vont faire déborder le vase. Vous aurez beau diminuer la charge ou les exigences liées au travail, ces personnes seront constamment au bord du burn-out, ce qui va empêcher sa prévention. Donc ça, c'est la première idée reçue. La seconde idée reçue, elle est dans la continuité de cette première idée reçue, c'est que le burn-out est lié à la quantité de travail. Alors, je vais vous donner juste une image pour que vous compreniez pourquoi c'est une idée reçue. Si vous prenez deux personnes qui ont 1 million de tâches à réaliser, ce qui est colossal dans une journée, 1 million de tâches, la première doit faire ces tâches-là manuellement, disons que ce sont des tâches informatiques et doit les faire manuellement. La deuxième a un bouton qui lui permet de faire la tâche une fois et de la dupliquer 1 million de fois. Cette deuxième personne-là ne fera pas de burn-out. Pourtant, elles ont exactement la même charge de travail. Donc, c'est là où je veux attirer votre attention sur ce que je disais tout à l'heure. Le mot-clé dans la survenue du burn-out, ce n'est pas la charge mentale, émotionnelle de travail, c'est le manque de ressources pour faire face aux exigences de la situation. Ensuite, la troisième idée reçue, très, très, très
répandu malheureusement, c'est que le burn-out, c'est quelque chose qui arrive aux personnes qui sont fragiles, aux personnes qui sont plus sensibles, aux personnes faibles, aux personnes incompétentes, j'ai entendu. Ça, c'est un problème. Et je vais encore vous partager une image parce que je trouve qu'une image vaut mille mots pour comprendre le problème de cette vision du burn-out égale personne à problème. Vous prenez 3 fois la même personne, une personne sur 3 jours de travail différents. La première journée, elle doit porter un sac de 10 kilos toute la journée sur son dos. La deuxième journée, elle doit porter un sac de 20 kilos toute la journée sur son dos. La troisième journée, elle doit gérer un sac de 50 kilos, mais pour ça, elle peut le porter avec un chariot élévateur. Dans quelle situation cette personne sera la plus fatiguée à la fin de la journée? Dans la deuxième situation, dans la situation d'apporter un sac de 20 kilos toute la journée. Pourtant, ce n'est pas la situation où elle a la charge la plus importante à gérer. Et c'est là où je vais attirer votre attention sur cette idée que le burn-out, c'est une personne fragile, une personne faible. C'est que ce qui crée le burn-out, ce n'est pas la charge efficiente, la charge effective à laquelle la personne est exposée. C'est la charge ressentie par cette personne. Et c'est important de distinguer la personne de son ressenti. Parce que ce qui différencie les deux, comme je disais tout à l'heure, c'est le manque de ressources qu'il y a entre les deux. Parce que s'il y a énormément de charges, d'exigences, mais qu'il y a énormément de ressources, le ressenti, à la fin, il est négligeable et il n'y a pas de burn-out. Donc ça, c'est important autant dans la prévention que pour permettre aux personnes aussi d'accepter le fait que ce n'est pas leur faute. Voilà, ça évite de se culpabiliser en disant non, c'est moi, j'ai été trop faible, j'ai été trop fragile. Non, le vrai sujet, c'est pourquoi la personne a ressenti ça et quelles ressources lui ont manqué pour éviter de ressentir ça. Et sur quoi on va travailler en termes de ressources, pas en termes de jugement de valeur sur la personne. Ensuite, la quatrième idée reçue, là on rentre dans les plus subtiles à nuancer, c'est que le burn-out est un synonyme de dépression. On fait souvent l'amalgame et c'est même dans beaucoup de définitions vu comme un symptôme dépressif. Alors là, il y a une nuance super importante à comprendre parce que les deux, burn-out et dépression, sont des réponses de votre corps à une situation douloureuse, à une situation qui vous fait souffrir, mais les causes et la façon de les traiter sont très différentes. Donc c'est important de comprendre la nuance. Le burn-out, ça va être la réponse de votre corps à une situation qui est très exigeante mentalement parlant et qui vous épuise jusqu'à vous épuiser physiquement. Donc là, votre corps va vous casser les jambes pour arrêter de faire ce qui vous fait souffrir. Dans le cas de la dépression, c'est souvent lié à une charge émotionnelle forte qui vous fait souffrir. Donc là, votre corps va vous désensibiliser de vos émotions pour arrêter de ressentir ce qui vous fait souffrir. Le burn-out, c'est pour arrêter de faire. La dépression, c'est pour arrêter de ressentir. Toutefois, il peut y avoir les deux en même temps. Parce que dans les situations qui mènent au burn-out, souvent, effectivement, il y a une charge émotionnelle forte qui fait que la personne peut faire un burn-out et une dépression. Ce sont deux choses distinctes qu'on va retrouver au même endroit. Mais tous ceux qui sont en burn-out ne sont pas forcément en dépression, et ceux qui sont en dépression n'ont pas forcément fait un burn-out. J'aime bien prendre l'image de la personne qui était prise dans un incendie. Quand vous êtes pris dans un incendie, il y a la brûlure qui va arriver à cause du feu et l'asphyxie à cause de la fumée. Ce sont deux choses différentes, mais qui arrivent à cause d'une même situation. Et si vous ne les distinguez pas et que la personne a une brûlure et que vous lui donnez un masque à oxygène, ça ne servira à rien. C'est un peu la même chose pour le burn-out. On a tendance à confondre avec la dépression et à prescrire des antidépresseurs à des personnes qui font des burn-out alors qu'elles ne sont pas du tout en dépression. Ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça va même accentuer le risque de faire une dépression parce que l'antidépresseur va venir aussi désensibiliser aux émotions pour plus facilement supporter la situation. Donc ça, c'est la quatrième idée reçue. La dernière idée reçue, qui est un peu plus provocatrice, mais qui est très importante à avoir en tête,
c'est que le burn-out est une maladie. Alors, j'ai choisi le terme maladie exprès pour faire réfléchir et faire réagir. Je vois vraiment maladie comme un fonctionnement anormal du corps, dans ce sens-là, comme un dysfonctionnement du corps. Alors, le burn-out n'est pas un fonctionnement anormal du corps. Le burn-out, c'est un fonctionnement normal du corps pour vous protéger d'une situation qu'il ressent comme étant anormale. C'est très différent. C'est comme la fièvre. La fièvre, ce n'est pas un dysfonctionnement du corps. C'est la réponse de votre corps pour vous aider à éjecter la chose anormale, en l'occurrence le virus, la bactérie, pour votre bien-être. Et ça, cette idée reçue-là, elle est vraiment importante à casser parce que je vois beaucoup de personnes qui refusent d'admettre qu'elles vivent un burn-out parce que ça voudrait dire qu'elles sont malades, que leur corps ne fonctionne pas bien, qu'elles sont diminuées. Donc non, moi je vais bien, je suis une personne normale, je ne suis pas malade, je ne fais pas de burn-out. Sauf que comme je disais au début, pour trouver une solution pour quelque chose, il faut admettre qu'il y a un problème quelque part. Et le fait de casser ces idées reçues sur le fait que le burn-out, c'est quelque chose qui arrive aux personnes fragiles ou que c'est une maladie, ça permet de distinguer la personne de ce qui lui arrive. Et de comprendre que le problème, ce n'est pas la personne, c'est la situation qu'elle vit. Et là, ça aide aussi à trouver des solutions par la suite. Donc ça, ce sont vraiment les idées reçues les plus problématiques selon moi, que j'ai pu observer, que j'ai pu constater, que je vois encore régulièrement, qui sont importantes à balayer, autant dans la prévention, donc pour aider les personnes à se mettre en mouvement en acceptant qu'il y a un problème à régler, que pour en sortir et pour ne pas y retomber. Parce que ça aussi, c'est important. Le but n'est pas juste de sortir du burn-out, c'est d'en sortir de façon pérenne, de façon durable, et je dirais même d'en sortir grandi en ayant compris toutes ces choses-là. Est-ce que jusque-là, cet aspect sur les idées reçues est clair pour vous? N'hésitez pas à me faire un signe. Je vois si j'ai tout le monde avec moi. Super. Donc ça, c'est la partie sur les idées reçues. Là, je vous propose qu'on passe sur la partie suivante, maintenant qu'on a bien déblayé ce sujet, qui est, selon moi, la cause du burn-out. Et je dis bien la cause au singulier, parce qu'il y a une seule cause du burn-out, mais qui a plein de visages possibles. La cause du burn-out tient en 3 mots. Et ces 3 mots sont besoin personnel insatisfait. C'est pour ça que j'ai tendance à dire souvent aux personnes qui me disent oui, j'étais victime d'un burn-out, je leur dis pour les secouer un peu, une victime de burn-out, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a pris le burn-out et qui te l'a balancé à la figure. Tu as fait un burn-out parce que certains de tes besoins personnels étaient insatisfaits pour plein de raisons. Ce n'est pas de ta faute, il y a des ressources qu'il te manquaient pour les satisfaire. Quand je parle de besoins, je parle des besoins, vous avez certainement entendu parler de cette fameuse figure qui va bientôt apparaître, voilà, qui est la pyramide des besoins de Maslow. Voilà. Donc, c'est tous les individus. La seule différence, c'est que chacun va mettre des stratégies différentes pour combler ses besoins. Alors, je fais vraiment la différence entre les besoins et les envies, parce que souvent, il y a un amalgame. Une envie, c'est ce serait bien s'il y avait ça, s'il n'y a pas ça, c'est pas très grave. Le besoin, c'est si je n'ai pas ça, je me sens mal. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors, les 5 besoins dont je parle de la pyramide de Maslow, il y a les besoins physiologiques, donc pouvoir boire, manger, avoir un toit, le besoin de sécurité physique et mentale, le besoin d'appartenance, donc sentir qu'on est accepté au sein d'un groupe, qu'on est reconnu en tant que membre du groupe, le besoin d'estime de soi, qui est le sentiment d'avoir de la valeur en tant qu'individu, donc une reconnaissance de votre valeur individuelle, et le besoin d'accomplissement ou de réalisation, qui est cette sensation d'avoir du sens dans ce que vous faites, que vous êtes en train de progresser, de construire quelque chose. Donc, quel est le rapport avec le burn-out, me direz-vous? C'est très simple. Plus
vous avez de besoins insatisfaits, plus vous allez mettre en place des stratégies pour le satisfaire, plus vous allez mettre de l'énergie pour le satisfaire, et plus vous risquez de tendre vers l'épuisement physique et mental qui mène au burn-out. Je vais prendre un exemple pour chaque besoin. Si vous ne, votre entreprise, on va prendre le travail, ça parle à beaucoup de personnes, votre entreprise est en faillite, vous ne savez pas si vous pourrez continuer à y travailler. Donc, si vous continuez à gagner de l'argent pour payer votre loyer, pour acheter à manger, là, votre besoin physiologique de base est en danger. Vous allez tout le temps réfléchir à des solutions pour gagner de l'argent, pour rebondir, pour pouvoir répondre à ce besoin physiologique. Donc, c'est de l'énergie mentale qui va être mise à contribution. En termes de besoin de sécurité, quand vous êtes dans des environnements professionnels ou personnels où vous vous sentez menacé, que ce soit physiquement ou mentalement, donc notamment quand on parle du harcèlement, vous allez tout le temps être en mode, en état d'alerte, prêt à réagir, prêt à vous défendre, prêt à rebondir. Et ça demande encore de l'énergie physique et mentale. Dans le cas du besoin d'appartenance, si vous vous sentez isolé, que ce soit de votre groupe d'amis, de votre famille, de votre couple, de votre groupe professionnel, ce qu'on voit beaucoup dans les mises au placard, vous allez redoubler d'efforts pour faire des choses pour faire plaisir, notamment aux personnes, pour vous sentir intégré dans ce groupe, quitte à faire des choses qui vous fatiguent et qui vont à l'encontre de ce que vous voulez faire, ce qui va encore vous demander un effort. Pour le besoin d'estime de soi, qu'on voit souvent, si vous vous sentez nul parce que on vous fait des critiques tout le temps sur votre travail, dans votre vie personnelle, dans votre famille, vous vous sentez pas à l'endroit où vous devriez être. On vous fait tout le temps des remarques sur ce que vous faites de votre vie, sur vos relations, sur votre activité. En fait, vous avez l'impression de ne pas être la personne que vous devriez être ou la personne que vous pensez que vous devriez être, ce qui est encore une subtilité. Donc, votre besoin d'estime n'est pas satisfait. Donc, vous allez redoubler d'efforts et de stratégies pour le combler. Et c'est ce qu'on voit notamment souvent chez les perfectionnistes extrêmes qui vont avoir comme stratégie d'être tout le temps dans la perfection pour avoir la reconnaissance des autres. Ou les people pleasers, comme on dit en anglais, des personnes qui veulent faire plaisir tout le temps, donc qui vont prendre sur elles et renier leur bien-être pour être estimés par les autres. Ce sont des stratégies qui vont être mises en place, mais qui vont leur demander beaucoup d'énergie jusqu'à les épuiser. Et enfin, sur le besoin d'accomplissement, les mots-clés de ce besoin, c'est le sens et les valeurs. Quand vous avez l'impression de faire des choses qui ne servent à rien, pourquoi je fais ça? C'est compliqué, mais ça sert à rien. Ou alors qui vont à l'encontre de vos valeurs. Je prends un exemple, si vous avez une valeur forte, bienveillance, et que vous avez l'impression que dans votre activité, vous faites du mal aux gens, ou dans les actions que vous faites, ça va vous demander énormément d'énergie pour continuer à le faire parce que vous nagez littéralement à contre-courant de vous-même. Donc ça va vous épuiser de continuer à le faire. Soit parce que vous allez à l'encontre de vous-même, soit parce que vous avez l'impression de le faire pour rien. Donc ça, ce sont des exemples de comment ces besoins satisfaits vont entraîner des stratégies qu'on va mettre en place et qui vont faciliter l'épuisement qui mène au burn-out. Une fois que ça, c'est clair, ça aide à mettre des mots sur le mal-être. Une fois qu'on a compris cette cause de burn-out. Parce que l'amalgame de je me sens mal devient je me sens pas en sécurité, je me sens isolé, je me sens pas estimé, je ne trouve pas de sens dans ce que je fais. Ça permet vraiment de nuancer, de mettre des termes sur le ressenti des personnes. Et, ben, comme je disais, comprendre le problème, c'est la moitié du chemin pour trouver des solutions. Donc, ça aide déjà à démêler cet amalgame de mal-être et de trouver plus facilement par la suite des solutions. Ce qui en vient effectivement à la question comment se remettre d'un burn-out. Ça passe effectivement par trouver des moyens sains de satisfaire ses besoins. Je vais même vous donner 5 étapes pour moi qui sont importantes parce qu'il y a un ordre, je trouve, qui est important à avoir en tête dans cette remise, cette sortie du burn-out. La première chose, c'est d'accepter qu'il y a un problème à régler. Comme je disais tout à l'heure, que le problème, c'est pas la personne, c'est la situation. C'est le contexte qui est nocif pour la personne, pour plein de raisons. La deuxième chose, c'est ensuite de comprendre quels sont les besoins
qui ont été insatisfaits à cause de cette situation. Ensuite, de comprendre pourquoi la personne n'arrivait pas à satisfaire ses besoins. Parce que je pars du principe que tout le monde fait toujours de son mieux avec ce qu'il a dans sa vie, mais aussi avec ce qu'il est. Donc, ça veut dire qu'il y a des ressources à développer ou des compétences, une évolution à faire pour devenir une version de soi qui est capable de se protéger, de se prémunir et d'en sortir. Et la dernière chose, c'est de mettre en place des solutions, des solutions pour avoir des ressources ou pour travailler sur le contexte, mais des solutions qui soient saines pour la personne, parce qu'on a vu tout à l'heure avec le perfectionnisme ou vouloir faire plaisir à tout le monde pour satisfaire son besoin d'estime, c'est pas forcément toujours sain, mais aussi des solutions qui soient personnalisées. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas la même vie. Une solution qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde, parce que le contexte est différent. Donc ça, pour moi, ce sont les étapes pour en sortir. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ça reste une partie théorique de la sortie du burn-out. Parce que vous allez souvent entendre, oui, mais pour sortir du burn-out, il faut prendre soin de soi, il faut poser des limites, il faut avoir de l'estime de soi. Et j'ai envie de vous dire, qui ne sait pas ça? Tout le monde sait qu'il faut faire ça. Pour moi, le vrai sujet dans la prévention et la sortie du burn-out, c'est de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ces choses-là, malgré le fait qu'on le sache. Et la raison, c'est parce qu'il y a des freins, parfois personnels, parfois contextuels, souvent un peu des deux, qui nous empêchent de mettre en place ces choses-là. Je prends l'exemple de freins personnels. Si vous dites à quelqu'un, oui, mais en fait, la solution, c'est de poser des limites, de dire non aux gens. Ça, c'est la théorie. Mais si cette personne, elle a l'impression dans ses croyances, dans son vécu, que dire non aux gens, c'est les rejeter, c'est leur faire du mal, et qu'elle a une forte valeur bienveillance, ben, elle n'arrivera pas à poser des limites. Parce que la façon dont elle voit ce moyen-là est opposé à ses valeurs. Donc ça nécessitera de travailler sur sa perception aussi des solutions. Un autre exemple culturel, quand on parle de burn-out notamment, on va souvent dire aux personnes, oui, mais trouver des solutions pour gagner en efficacité, voilà, pour optimiser vos ressources, pour arriver au même résultat en vous fatiguant moins. Ça, c'est ce qu'on dira en général. Sauf que nous vivons en France, dans un pays où le culte de l'effort tend souvent vers le culte de la souffrance et où dans la tête de beaucoup de personnes, si vous n'avez pas souffert pour avoir ce résultat, vous n'avez pas mérité euh, la récompense qui va avec. Donc ça crée des injonctions contradictoires où on vous dit prenez soin de vous et soyez efficace, mais il faut que vous souffriez un petit peu pour mériter la récompense. Ça, ce sont des freins et des blocages qui sont culturels et contextuels. Donc, il y a plein de ces blocages personnels et contextuels à travailler pour réussir en pratique à accompagner les personnes dans la mise en place de solutions pour prévenir et aussi pour sortir du burn-out. Une fois que ça c'est fait, il y a déjà beaucoup plus de choses mises en place et vous avez déjà au moins 80% des clés, des outils pour avancer, pour prévenir, pour sensibiliser et accompagner des proches notamment dans ce sujet du burn-out. Donc voilà pour moi. Donc si vous voulez aller plus loin, donc comme disait Jérôme, vous pouvez nous retrouver sur Zendez-vous, la plateforme pour les accompagnants du bien-être, ou aussi me retrouver où je partage beaucoup d'éléments sur Inis Coaching, ma page Instagram, où j'essaie de sensibiliser le plus grand nombre au bien-être, à l'épanouissement professionnel et personnel, ou sur LinkedIn à Jean-Philippe Marteau, où je partage aussi quelques éléments et quelques événements, notamment des ateliers de groupe sur la prévention et la sensibilisation au burn-out. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? Merci, oui, Jean-Philippe, pour la présentation, ouais, qui était très claire et qui a bien circonscrit ton analyse du burn-out. Et effectivement, donc, Zendez-vous, nous, on travaille beaucoup justement avec l'idée du parcours de professionnel, de parcours de pratique pour les personnes. Est-ce que toi, par exemple,
tu travailles sur les ressources en fait de la personne, comment elle doit les mobiliser par rapport aux besoins de la pyramide de Maslow. Est-ce que justement tu travailles avec d'autres professionnels comme des sophrologues par exemple ici présents qui pourraient avoir des outils pour justement aider les personnes à percevoir les situations différemment par exemple. Mm. Alors, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place euh, avec des sophrologues, psychologues, et c'est pour ça que je travaille aussi avec Zendez-vous. Parce que chacun va avoir un rôle différent aussi dans le processus pour se remettre du burn-out. Notamment les coachs et psychologues qui vont avoir un rôle complémentaire, où le psychologue, si je grossis le trait, va vous aider à comprendre le passé pour comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et commencer à avancer. Là où le coach va vous prendre aujourd'hui et vous amener vers une situation future que vous aimeriez atteindre et vous aider à développer les ressources pour y aller. Donc, ce sont souvent deux accompagnements qui sont complémentaires. Et entre les deux, il y a parfois ce besoin de faire baisser la pression, de se remettre bien déjà physiquement. Et c'est là où travailler avec des sophrologues, des spécialistes du bien-être peut être une première étape pour déjà se sentir mieux et se sentir en capacité ensuite de trouver des solutions. C'est vraiment un conseil que je donne dans la prévention du burn-out pour s'en remettre. Là, j'en ai pas parlé, mais la première étape, c'est pas de chercher des solutions. La première étape, c'est d'admettre que vous avez tiré sur la corde et qu'il faut souffler un peu et éteindre l'incendie pour ensuite être disposé à chercher des solutions. Donc oui, je vais travailler prochainement avec différents spécialistes du bien-être, Jérôme. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des outils à partager, puisque j'imagine que vous avez eu des clients aussi on va pas dire souffrir, parce que du coup, en tous les cas, qui ont eu un burn-out et donc du coup qui avaient du mal à se situer au niveau des ressources. Peut-être partager des outils. Donato? Alors moi, j'ai une première question, en fait, j'en ai deux derrière. Première question, dans la définition. Alors, j'ai fait un burn-out il y a une vingtaine d'années que j'ai raconté sur LinkedIn. Et l'une des réflexions que j'ai eues, c'est, t'as pas été en arrêt de travail? Non, donc t'as pas fait de burn-out. Ah, parce que je m'en suis sorti tout seul, c'est pas classé dans burn-out. Bim. Voilà. J'ai pas fait fonctionner la sécu, donc j'ai pas fait de burn-out. Alors que je peux vous dire que je dormais plus que 2 heures par nuit. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Donc, est-ce que dans la définition actuelle du burn-out, il y a forcément la case arrêt de travail et la case à être complètement cramé? Hmm. Alors, ça, c'est ma définition synthétique du burn-out. Chacun va le vivre différemment. Et effectivement, il y en a qui vont forcer, se forcer à continuer à faire des choses ou en tout cas être présent. Parce que ça a été mon cas aussi pendant un moment. J'appelais ça, quand j'en parlais avec mes collègues, j'appelais ça courir sur une jambe cassée. C'est un moment où j'étais là, je continuais à être là, mais j'étais déjà en phase de burn-out et j'arrivais plus en fait, mais j'étais toujours là. J'étais pas encore en arrêt. Et dans cette phase-là, il y en a qui vont réussir à commencer à trouver des solutions rapidement sans passer par la case arrêt, parce que ça peut aller très vite, mais tout le monde ne va pas forcément y arriver. Donc, oui, il y a des personnes qui sont dans la phase de burn-out, mais qui sont physiquement toujours présentes au travail et qui continuent de forcer. Oui. Bon, donc celui qui m'a dit que c'était pas un burn-out parce que je m'étais pas arrêté, je peux lui donner Non, deux baffes quand non, Samuel, dans le chat, intervient. Il dit que le burn-out n'est pas reconnu par la Sécu comme maladie, donc ni comme maladie professionnelle. Donc, voilà. c'est Mais ça. il y C'est aura sûrement on des parle de syndrome, avancées. Mm. syndrome du burn-out. Et par contre, le médecin ne vous arrêtera jamais en marquant burn-out. Il vous arrêtera pour des symptômes, pour fatigue, épuisement, épuisement cognitif. Parfois, il y en a qui pousseront pour marquer dépression, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est encore un autre sujet. Mais le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Ou en tout cas, pour que la cause burn-out soit reconnue, il y a des démarches à faire. Faut que l'arrêt rentre dans certaines situations vraiment précises qui sont très même. compliquées aussi Dans mon cas, à vérifier.
Donc, je m'en étais sorti tout seul. Donc, juste avant d'être dans la dernière allumette, il n'y a plus du tout de flamme, là. Donc, je Mhm. me suis arrêté juste avant, quoi. Et j'ai rebondi derrière. Et donc, ça aussi, le fait d'avoir rebondi tout seul, il y en a qui me disent, ouais, mais c'était pas un vrai burn-out. Donc, tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas en burn-out, quoi. C'est vrai. Ben, comme je Pour disais, le certains. burn-out, c'est un sujet de ressources. Et ces ressources, on peut les trouver en interne soi-même et ou les trouver en externe. Dans ce que j'ai compris, tu as trouvé des ressources personnelles pour faire la transition et pour faire le nécessaire pour t'en remettre. C'est un exemple. Alors, c'est pas la majorité, mais ça arrive. Donc, le fait d'être aidé ou pas ne justifie pas qu'on soit en burn-out ou pas. Bon, ça n'a aucun rapport. Bon. Donc, ça, c'était ma première question. Donc, question de définition. Je, donc, je suis rassuré que selon toi, j'ai vraiment fait un burn-out, parce que ceux qui disent non, non, t'es pas mort, donc t'as pas fait de burn-out. Bon. L'autre question que j'ai, c'est comment détecter les gens, parce que ce que j'ai vécu quand même, j'étais complètement replié sur moi-même. Alors, je vois d'autres définitions où on est surimpliqué, oui, surimpliqué dans son travail, on va au-delà de ce qu'on est capable de faire, etc. Surtout, je voulais écouter personne, enfin, notamment, commencer par ma femme qui voyait bien dans quel état j'étais, quoi. J'étais complètement replié sur moi-même, mais si je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, c'est le corps qui a lâché. Mhm. Et dans ma tête, je voulais y arriver, quoi. Mhm. Et donc, et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut détecter des gens qui sont sur une pente de burn-out avant qu'il ne soit trop tard? Alors, En je vais fait, c'est rebondir déjà comment. sur ce que. Oui, vas-y. En fait, c'est toute la question, c'est comment détecter que quelqu'un est sur de mauvaises pentes. Parce que dans mon cas, je voulais surtout pas de. Enfin, Mhm. non seulement je ne demandais pas d'aide, mais je ne voulais pas en avoir. Et donc, c'est très difficile de Mhm. sauver quelqu'un malgré lui, quoi. Mhm. Alors, effectivement, il y a ce sujet de comment le détecter. Alors, pour les proches, ça va se voir dans le changement de comportement des personnes qu'on avait l'habitude de voir, que ce soit un collègue ou la famille ou un ami. On voit bien quand une personne est en train de dépérir un peu, qu'elle a du mal qu'elle traîne du pied, qu'elle a du mal à faire ce qu'elle fait d'habitude. Les proches le voient en général qu'il y a un changement. Il y a un changement dans l'énergie de la personne, dans son comportement. Donc après, sans supputer le burn-out, c'est dans la communication. C'est de communiquer, de demander à la personne des informations sur son ressenti pour voir, OK, là, j'ai l'impression qu'elle est en train de tirer sur la corde et qu'elle est soit en phase extrême de résistance, soit elle est déjà en phase de burn-out. Donc, ça va être dans la communication et le ressenti de l'autre. Et Le toi, deuxième toi, point, qui les t'alerte? questions. Qui est-ce qui t'alerte, toi? Parce que visiblement, tu as déjà des clients sur ce sujet. Mhm. Qui est-ce qui t'alerte? C'est la personne elle-même? C'est son entourage? C'est qui? Mhm. Ben, c'est là, je rebondis sur ce que tu disais, on ne peut pas sauver la personne d'elle-même. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc là aussi, c'est la difficulté dans l'accompagnement des personnes, des proches ou des collègues, c'est de se positionner face à quelqu'un qui ne veut pas forcément admettre qu'elle a besoin d'aide ou qu'elle est en train de tirer sur la corde. Donc ça, c'est une première difficulté, d'où l'importance de casser les idées reçues que je disais tout à l'heure sur le fait que ce soit un symptôme de personnes fragiles, de personnes faibles. Et donc au-delà de ça, c'est plutôt d'être à l'écoute, d'être présent pour la personne, mais dans le non-jugement. C'est vraiment ça la posture pour voir et Oui, accompagner la personne dans cette phase-là. mais peut-être qu'il y a quelqu'un tout près de chez moi qui est sur une mauvaise pente. Moi, je ne suis pas au courant. Comment je fais, quoi? Je Mhm. suis prêt à l'aider. Je suis prêt à l'aider. Et comment je fais pour aider quelqu'un si lui-même n'est pas au courant que j'existe, et ni le problème. Mhm. Bah, si la personne nie le problème, tu ne peux pas l'aider. Ça, c'est une première chose. Comme je dis, pour trouver une solution et accepter des solutions, il faut admettre qu'il y a un problème. Donc ça, c'est une première difficulté pour les accompagnants, c'est on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas
être aidé. Donc, ça peut être éventuellement une aide indirecte en lui parlant du sujet ou en l'aiguillant vers du contenu comme on est en train de le faire sur le sujet qui peut l'aider aussi à se reconnaître dans cette situation et à déconstruire les idées reçues qui, en ce moment, l'empêchent d'admettre qu'il y a un problème. Ça peut être ce type d'aide que tu peux leur donner en les aidant à se sensibiliser sur le sujet. Puis après, en étant présent pour les accompagner dans la phase d'après. Mais souvent, partager des contenus sur le sujet, c'est une aide indirecte pour beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, effectivement, peut-être que je suis dans cette situation et qu'il faut que je commence à chercher des solutions. Est-ce que ça répond à ta question, Donato? J'ai déjà communiqué, bon, personne n'est venu à moi, quoi, hein. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors, après la communication, en tant qu'accompagnant, ça va être de ne pas parler forcément de ce qu'on fait, mais de parler de ce que les personnes sont en train de vivre. Quand on est dans cette phase où on est replié sur soi, parce que tous les symptômes du burn-out, ce sont des symptômes du corps qui est en mode survie, qui est en train de survivre, donc se replier sur lui-même pour répondre à ses propres besoins. Donc, quand on est dans cette situation-là, ce qui va nous titiller le plus, c'est des éléments qui parlent de nous et de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est quelque chose qui est fortement recommandé aux accompagnants sur ces sujets, c'est de parler de ce que la personne est en train de vivre pour qu'elle se dise, ah, tu as mon attention, je me reconnais dedans, j'écoute ce que tu as à dire, et éventuellement après se dire, ah, peut-être que ce que tu proposes pourrait m'intéresser et m'aider. Donc, c'est plutôt de l'aborder de ce sujet en parlant pas de ce qu'on fait, mais en parlant de ce que la personne est en train de vivre. Ouais. Bon, Est-ce moi que tu avais j'essaye. d'autres... Non, Ça, ça va. je vais laisser parler les autres quand même. Merci Ils ont Donato, beaucoup en tout parlé, cas. hein. Il faut écouter, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, bonsoir. Merci pour ce que j'ai entendu. Bon, j'ai quelques points de désaccord, mais je ne vais pas revenir dessus. Je pense on a tous une vision de cette problématique. Moi, je suis curieux de savoir quelles sont les solutions que tu proposes. Parce que tu as parlé de chercher des solutions au burn-out. Mhm. Voilà, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Alors, la première chose, c'est que j'ai proposé de solutions universelles. Parce que quelqu'un qui vous dit pour sortir du burn-out, il faut faire ça et ça va fonctionner pour tout le monde, c'est faux. Il y a plein de subtilités. Donc, pour moi, la première chose que je propose pour sortir du burn-out, c'est d'apprendre à se connaître et se comprendre personnellement. Et c'est un travail d'équipe avec le coach. C'est parce que tant que la personne n'a pas compris son besoin qui a mené à cet épuisement et au burn-out, et que moi-même, je n'ai pas compris ce besoin en question, je ne peux rien faire pour elle. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'apprendre à comprendre la personne et connaître son besoin. Et ensuite, de travailler sur les ressources, les leviers qu'elle peut mettre en place pour changer la donne, pour compenser cette insatisfaction. Ça peut être sur de l'affirmation de soi, l'estime de soi, de l'organisation, apprendre à couper aussi. Parce qu'une compétence qui est très difficile pour plein de raisons, c'est de sortir carrément d'un contexte qui nous fait souffrir, que ce soit une relation professionnelle, personnelle, sentimentale. Il y a plein de choses qui empêchent les personnes de sortir de ces situations parce qu'elles auront beau travailler sur plein de choses. Tant que le contexte toxique est toujours présent, leurs besoins ne seront pas satisfaits. Donc, ça peut être des pistes de solutions aussi. Mais il n'y a pas de. Je ne peux pas vous dire, il y a des solutions type c'est propre Mais à chacun. concrètement, ils arrêtent de bosser, ils vont voir un psy, ils vont voir des assos, ils continuent avec toi. Alors, ça dépend de à quelle étape elle en est. Parce qu'il y en a qui viennent qui ne sont pas forcément en burn-out, qui sont dans cette phase de je sens que je suis en train de glisser doucement, le burn-out est proche, mais j'ai encore les ressources pour arranger les choses avant d'arriver à ce stade-là. Et là, c'est le meilleur moment en fait pour se faire accompagner, c'est avant d'arriver au burn-out. Parce que une fois qu'on est arrivé au burn-out, ça nécessite une phase supplémentaire de reconstruction et de recentrage qui va demander plus de temps et plus d'énergie.
Alors que quand on n'y est pas encore, on peut encore changer la donne et ajuster. Donc, Je te rejoins là-dessus, hein. c'est clair. Ouais, je te rejoins là-dessus, hein. Je travaille aussi avec des personnes en burn-out. Après, moi, bon, ils font tous partie d'associations ou de suivi thérapeutique également. Donc, c'était le sens aussi de ma question. Après, certains Alors, burn-out aussi en amont, tu as raison. C'est vrai que de pouvoir travailler en amont, chacun avec nos protocoles spécifiques, peut permettre d'éviter de glisser trop loin. mhm. C'est pour rebondir sur les accompagnements, thérapeutes, etc. Enfin, j'ai pas de solution type de dire bah, si tu suis telle thérapie, ça va fonctionner. Mais effectivement, ce sont des, des pistes qu'on peut suggérer aux personnes selon les symptômes qu'elles ont et qui prennent tellement de place dans leur quotidien, dans leur tête, que ça les empêche d'être disposés à mettre en place des choses pour ajuster leur situation. Donc, parfois, effectivement, faire une phase de prendre soin de soi avec un professionnel peut être une phase préalable au coaching pour être prêt et disposé à ajuster par la suite. Je C'est du cas par ne cas. mettrai pas le conditionnel, hein, vu l'état dans lequel sont les personnes qui sont en burn-out. Il faut s'arrêter et se reconstruire. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai. Peut-être que je les ai eus effectivement une fois qu'il s'est déclenché et pas Mhm. prémisse. Mais l'expérience que j'en ai, c'est que c'est des personnes qui peuvent plus rien faire et qui ont besoin d'abord de se reconstruire et de se recentrer avant et d'être accompagnées. Mm. Quand elles sont déjà dans le burn-out, oui. Il y a un moment, il faut, alors, j'aime bien dire, se recentrer, se ressourcer, se reconstruire. Et ça, il faut s'arrêter un moment. Quand la voiture, on a crevé un pneu, on ne change pas le pneu en continuant à rouler. Il faut s'arrêter, prendre le temps, changer les choses. Par contre, pour celles qui sont encore dans la phase de j'ai encore de l'énergie, je ne suis pas encore, euh, il y a des solutions qui peuvent être trouvées tout en avançant pour juste ajuster les choses et mettre en place des choses pour retrouver l'énergie aussi en chemin avant d'arriver à cette phase d'épuisement. Donc tu Ça dépend interviens de. plutôt juste avant, si j'ai bien compris. Quand c'est le cas, quand c'est ce cas-là, oui. Et c'est l'avantage, je vais dire, de l'idée reçue, enfin des personnes qui sont encore en phase de résistance et qui se disent en burn-out. Heureusement, parce que ça permet effectivement de prévenir en amont et de leur éviter d'être dans la phase dure du burn-out où elles peuvent vraiment plus bouger. Ok, merci. Merci à toi. Moi, pour rebondir, en fait, j'ai connu aussi cette phase-là, c'est pour ça que je suis devenue aussi sophrologue. Et je ne suis pas allée au bout du burn-out, mais je me suis vue, puisque moi, enfin, moi, je me suis accompagnée par la formation de sophrologie. Donc, forcément, c'était l'outil adéquat, en fait, pour que je puisse pallier à tous ces manques, en fait, parce que forcément, on a des paliers, on a des creux, des montées. Enfin, c'est des épisodes de vagues. Et la sophrologie, effectivement, a été l'outil adéquat en fait, pour me permettre de dévoiler le voile et de trouver l'équilibre en fait, dans le monde du travail. Bon, après, j'en ai fait que j'ai souhaité en fait, être chef, enfin, mon propre chef, mais d'accompagner les personnes comme toi tu fais, Jean-Philippe, dans pour les entreprises, parce que au final, les chefs d'entreprise sont perdus face à ce genre de personnel et, Mhm. euh, et ils doivent en fait la sécurité au travail. Et ça peut aller jusqu'au suicide, donc ça peut être très grave. Moi, pour moi, en fait, j'ai eu déjà un collègue qui s'est suicidé. C'est aussi pour ça que j'ai pris cette vocation d'être sophrologue et d'accompagner par le souffle et par d'autres techniques, bah, déjà de reconnaître le corps, parce que le corps parle. Mhm. Il y a avant tout, il y a beaucoup de mots du corps qu'il faut reconnaître et les chefs d'entreprise, les responsables peuvent le savoir en disant, bah, tiens, j'ai mal au dos, j'ai mal à des endroits bien définis. Le dos, c'est surtout le travail symbolique du corps. Et puis, après, les absences à répétition, les énervements, euh, parce que on est très irritable. Et puis, on ne supporte pas trop les réflexions, hein, les collègues. Et voilà, donc tous ces symptômes, je dirais que c'est au chef d'entreprise et aux collègues de le signaler
euh, pour que justement, moi je dirais que on devrait avoir tous en fait des thérapeutes dans l'entreprise. Alors certains Mhm. thérapeutes pour justement avoir un souffle, pour pouvoir se poser, voilà, dans la journée. Parce que des fois, ben, le travail et plus la maison, plus les charges mentales, peut faire que ben, justement on arrive à cet épuisement. Voilà. Mhm. Je te rejoins tout à fait. Et je rajouterais, effectivement, dans l'idéal, ce serait aux collègues, aux managers, on vient souvent manager, de signaler ce genre de sujet. Sauf que dans la réalité, quand tout le monde a la tête dans le guidon, c'est compliqué de lever la tête vers les autres et d'être dans l'empathie et de se dire non, et lui, il faut qu'il s'arrête pour aller mieux. Et Ouais. c'est pour ça que là aussi, je suis dans cette phase d'accompagner un peu plus les entreprises, notamment les managers, sur déjà mettre des choses dans l'entreprise pour créer un cadre qui permet ensuite aux collaborateurs, aux managers de pouvoir lever la tête aux personnes, d'aller demander de l'aide directement, peut-être à des sophrologues ou à la médecine du travail, Bah, disons déjà. que je dirais que c'est leur devoir en tant que chef d'entreprise de faire en sorte que leurs salariés arrivent en bonnes conditions physiques et mentales pour que justement il n'y ait pas ce genre de drame qui peut arriver. Parce que justement, de dire bonjour, tiens, prendre la température le matin, parce que chaque chef d'entreprise ne le font pas tout le temps, mais c'est justement leur rôle en fait. C'est-à-dire que prendre 5 minutes de sa vie et prendre un café avec un salarié, eh ben, je trouve que ça devrait se passer tous les jours au quotidien, en fait. Ne serait-ce que dans la journée, s'il ne l'a pas fait le matin, ben, il le fait l'après-midi, il prend 5 minutes et c'est ses salariés, c'est ses coéquipiers, donc c'est une équipe. Donc au final, je pense que pour moi, une entreprise ne peut pas vivre sans coéquipier. Mhm. Tout à fait. C'est Alors, un effet doublement positif. C'est des personnes en bonne santé font fonctionner l'entreprise, mais aussi une entreprise en bonne santé aide les personnes à répondre à leurs besoins personnels et à être en bonne santé. Donc tout le monde a à y gagner. Mhm. il y a aussi des cas où c'est le manager qui est la cause du burn-out, hein. Alors Mhm. ça, je te dirais, pour te répondre, Donato, je suis pas, il y a pas de cause. En fait, la principale cause, c'est toi. C'est un déséquilibre de toi. Et Mhm. Ah, on va chercher en fait en face quelqu'un pour taper sur l'autre parce qu'au final, on a un déséquilibre. C'est pas grave. Mhm. C'est juste. Alors, ce que Donato veut dire, je pense que le manager va être la situation qui va entraîner ce déséquilibre potentiellement. Mais souvent parce que lui aussi, il est dans une situation de déséquilibre et il va reporter ce déséquilibre sur les équipes. Et, notamment, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur là-dessus dans la sensibilisation du burn-out vis-à-vis des managers, pour eux et pour leurs équipes, c'est déjà de faire prendre conscience aux entreprises et aux salariés de ce qu'est un manager. Parce que je vois beaucoup d'entreprises dans lesquelles le manager, c'est un titre. Tu as eu une promotion, tu es manager. Alors que manager, c'est un métier. C'est quelqu'un qui est censé créer un environnement sain pour son équipe. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, de comprendre ça, ça évite d'avoir des personnes qui ont le nom de manager, mais qui sont en fait des hommes à tout faire, des femmes qui remplacent les autres, qui ont trois casquettes en même temps, mais elles sont managers sur le papier. Donc aussi, je pense qu'avant de charger juste le manager, il y a aussi ce rôle de l'entreprise de donner les ressources au manager pour être un bon manager. Mhm. quand tu es dans une grande entreprise, tu choisis pas forcément ton manager. Mm, Et puis le manager, il a bien d'autres préoccupations. Enfin, c'est ça. alors, peut-être que ça a évolué, mais il y a 20 ans, je veux dire, mon manager, et quand il m'a reçu, il m'a dit, tout ce que tu faisais jusqu'à présent, ça sera plus que 25% de ton temps, et je te charge pour les 100% qui restent. Donc déjà, en standard, c'était, si j'étais pas chargé à 125%, c'était pas bien. Mm, Et il faisait pas ça que avec moi, hein, c'était son mode de management. Voilà. c'est Charger ça. les gens au-delà du 100%. Mm, Pour lui, c'était normal. c'est Mais ça, c'est oui, ce qu'on c'est des voit choses qui souvent. vont, ouais, c'est des choses qui vont évoluer effectivement avec la réglementation, avec la QVCT. Et justement, des choses bougent. Les nouvelles générations arrivent aussi.
sont plus dans le respect de leurs besoins. Et donc, ouais, il y a un gros travail qui se fait. Et effectivement, on est au début. Et effectivement, il y a tous les acteurs, notamment du bien-être, qui travaillent pour ça. Et c'est un objectif aussi majeur, justement, de notre société, de Zendez-vous, de justement amener à la fois le bien-être pour les particuliers, mais aussi dans l'entreprise, puisque bah, les deux mondes euh, cohabitent. On n'est pas deux entités différentes ou trois entités entre la vie sociale, la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, on est voilà, une personne entière. Et donc, les entreprises ont la responsabilité et la loi, justement, les conduisent vers prendre leurs responsabilités vis-à-vis du bien-être pour ben, justement que les choses soient plus équilibrées. Voilà. Donc, les Donc ça, choses avancent, mais c'est encore pour. nouveau par rapport à ce que j'ai connu, hein. Ouais. Ouais, Mais moi, on est au début, hein. Voilà, les entreprises, elles ont des objectifs plus de performance et introduire le bien-être, oui, c'est pour l'instant encore, pour une grande partie, cocher une case sur un cahier des charges. Et donc, voilà, on doit avoir un gros travail de fond, les acteurs, les collaborateurs, les professionnels, pour faire comprendre les bénéfices, justement, de faire intervenir des professionnels dans les entreprises et permettre Mhm. justement le bien-être de toutes les personnes, que ce soit les Mhm. managers, les chefs d'entreprise ou tous les collaborateurs. Donc, c'est à toutes les échelles, en fait, qu'il faut travailler. C'est un vrai travail de fond, autant pour la culture de l'entreprise, pour la faire évoluer par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire, mais aussi une culture sociale, puisque l'entreprise évolue dans une société qui a ses idées reçues et tout, et qui contribue à ces habitudes qui ont été prises. Donc c'est vraiment un travail global pour à la fin arriver à un environnement sain pour tout le monde dans le travail et dans la vie aussi en général. moi, en tout cas, ce que j'essaie d'installer en fait dans ma région, c'est une sophrologue quelque part, voilà, ou sophrologue ou quelqu'un du bien-être, en fait, dans l'entreprise, soit une matinée, soit une journée dans la semaine, pour que justement l'entreprise ait en fait ce SAS pour les salariés, pour au final s'inscrivent. Et puis en même temps, c'est remboursé par leur mutuelle. Donc leur frais en fait est moindre. Et c'est un investissement qui n'est pas en fait si grand que ça, si ce n'est que prendre soin des salariés de l'entreprise, parce qu'au final, il risque gros à ce qu'un salarié s'arrête pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis en même temps, il peut faire aussi un acte irréductible, quoi, voilà. Donc, Mm. euh, donc au final, je pense que c'est leur montrer que il y a d'autres outils. Le travail, c'est bien, mais d'être en équilibre, c'est mieux. Mm. Tout à fait, c'est un Exactement. investissement. Mhm. C'est un investissement pour la personne et pour l'entreprise, encore une fois. Parce que quand la Et personne donc, n'est pas bien, qu'elle est en arrêt ou qu'elle quitte, les entreprises ont un vrai problème Ah oui. fidéliser leurs employés. Parce qu'un employé qui part au bout d'un an, ben, il faut en chercher un autre, il faut en former un autre, et ça coûte à l'entreprise. Donc, elles ont tout intérêt à garder des personnes longtemps et en bonne santé dans l'intérêt de tout le monde. alors, vous allez démarcher toutes les entreprises pour proposer vos services. Ah, comment vous faites en pratique? Ouais. Bah, de manière générale, oui. Du coup, il faut se faire C'est connaître exactement. en montrant, en tous les cas, l'intérêt de faire intervenir des professionnels. Chaque professionnel a sa spécificité et peut apporter sa pierre à l'édifice. Ça peut aller dans les entreprises de massage, de shiatsu, de travail plus sur le mental, les habitudes, analyser effectivement les besoins qui font agir ou réagir à des situations dans sa manière d'être ou de travailler. Et donc, c'est cet ensemble en fait qu'on amène à modifier dans la culture d'entreprise. Ouais, ou alors un coach sportif le matin. Moi, je sais que dans mon entreprise d'avant, je travaillais dans le BTP. Et ne serait-ce que intervenir le matin pour les gestes et postures, c'était très intéressant pour chauffer, pour justement éviter tout ce qui est lumbago ou autre, qui étaient pas forcément les plus Oui, oui, visibles. Voilà.
Oui, ça c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de possibilités en tous les cas dans les entreprises. Et il y a déjà des choses qui sont faites, ouais, justement. Les coachs sportifs qui interviennent, notamment sur le travail de chaîne le matin pour réchauffer l'ensemble des personnels pour limiter toutes les problématiques de dos, tous les troubles musculo-squelettiques liés à des postes de travail spécifiques. Voilà. Voilà, bon, ben, très bien. On va clôturer ce webinaire. Merci Jean-Philippe pour cette présentation et puis merci à vous tous pour cet échange puisque du coup c'est intéressant puisqu'on a pu partager aussi des idées. Du coup, on va, si vous voulez justement avoir des renseignements, vous pouvez garder les contacts entre nous. Je renverrai le replay, donc vous pourrez aussi échanger entre vous si vous avez d'autres éléments ou échanger directement avec Jean-Philippe sur la plateforme, voilà, ou avec ses coordonnées. Voilà, Merci Jérôme pour l'invitation en tout cas. avec Merci. plaisir. Je vous souhaite à tous Merci à une vous très pour bonne les échanges. soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Bonne bonne soirée. soirée et à bientôt. À Bientôt. bientôt. Au revoir. Bonne soirée.